Bonjour, bonjour et bienvenue à la Villa Gilet et à ce troisième grand entretien organisé dans le cadre du festival Littérature Live. Cher Asli Erdogan, bonjour, bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue ici à Lyon où nous parlons avec vous depuis le petit théâtre de la Villa Gilet, alors que vous vous trouvez actuellement à Berlin. C'est donc dans un triangle entre Lyon, Berlin et Istanbul que va se dérouler cette conversation ce soir. Un grand merci aux éditions Actes Sud et à Pierre Astier d'avoir rendu possible cet entretien aujourd'hui. Je suis Lucie Campos, directrice de la Villa Gilet. Nous allons passer une petite demi-heure ensemble et ces grands entretiens forment un point important pour nous, pour le public qui est ici à Lyon aujourd'hui. Cette série de grands entretiens a été organisée avec l'idée que dans ce festival, nous donnons la parole à tous les écrivains, aux textes qui se lisent aujourd'hui, mais que nous voulons réfléchir aussi au rôle de la parole de l'écrivain dans l'espace public. Asli Erdogan, vous êtes journaliste et essayiste. Vous êtes connu en France à travers de nombreux titres, L'homme coquillage, La ville dont la cape est rouge, Le mandarin miraculeux, tous publiés aux éditions Actes Sud. Et ce sont des fictions dont les personnages viennent tous de Turquie et se retrouvent ailleurs, que ce soit à Rio, en Suisse ou ailleurs. Ils rôdent dans les rues du monde à la nuit tombée. Ils s'interrogent sur les rencontres, les souvenirs, les blessures qui forment nos vies, celles des personnages fictionnels et les nôtres. Pour ceux qui n'ont pas forcément lu vos fictions, vous êtes connu également pour votre engagement de journaliste et pour l'arrestation et le procès dont vous avez fait l'objet en Turquie depuis août 2016 et jusqu'à votre acquittement, enfin, 4 ans plus tard, en février 2020. Le recueil « Le silence même n'est plus à toi », publié chez Actes Sud, rassemble quelques-unes des chroniques qui vous avaient valu cette accusation, où l'on retrouve des textes sur la liberté, sur la justice, mais aussi sur le désastre intérieur, sur ceux qui vivent dans les régimes autocratiques, sur la conscience humaine, individuelle ou collective. Nous sommes nombreux à vous avoir défendu et soutenu pendant ces années. Parmi eux, beaucoup de professionnels du livre, des défenseurs de la liberté d'expression, ici en France et ailleurs. C'est un honneur pour la Villa Gilet de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup, vraiment. Alors, votre dernier livre est paru en France en mai 2020, sous le titre « Requiem pour une ville perdue », dans une très belle traduction de Julien Lapère de Cabane. Et c'est de ce livre que nous allons partir pour la conversation d'aujourd'hui. Je vous propose de commencer en lisant pour le public de la Villa le premier paragraphe sur lequel s'ouvre le livre et qui est déjà le premier meurtre. Autrefois, il y a bien longtemps, en cet âge d'or qu'on ne verra jamais revenir, alors que l'éternité ne se heurtait pas encore au temps, était la lumière, et le Verbe, et le cœur né du Verbe, la terre et la forme. Mais rien de tout cela n'était suffisant pour que prospère le monde des hommes. Les dieux apprirent à s'entre-déchirer, on commit le premier meurtre, un homme tua son frère, le sang se mélangea à l'eau, la lumière au cri. Ce qui n'était pas encore au monde abandonna le mourant, le mot se sépara du cœur, la forme oublia le visage. Tel un rideau rouge, le sang se déploya entre la mort et la vie. Ainsi, notre existence demeurera-t-elle à jamais inachevée, à jamais incomplète. Dans notre âme, chaque jour, un Dieu en égorgera un autre, et chaque jour, nous nous recréerons dans l'union du sang et du rêve. Alors, l'union du sang et du rêve, déjà un art poétique, déjà le verbe et déjà le meurtre. Peut-être que je peux commencer par là, Asli Erdogan, par ce travail que vous faites sur un verbe poétique
qui semble enserrer les mots de la violence. Tous ces mots sont là dans votre livre. Le crime, la justice, la mort, le deuil, la peur. Mais ce que vous nous proposez, c'est un livre sur le verbe, sur l'art poétique. Est-ce que cet art poétique est un remède, une réponse? Et si oui, à quoi? Alors, le langage, c'est la seule chose que j'ai. C'est vraiment la seule chose que j'ai. Je pense que c'est la meilleure façon de dire les choses. À mon sens, je ne suis pas quelqu'un qui raconte très bien des histoires. Le récit ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, ce que j'ai vraiment entre mes mains, ce sont les mots. Je détiens les mots. Et les mots sont là pour que je puisse jouer avec, pour que je peux faire converser les mots. Donc, je démarre avec les mots et avec les images. Et cela va de soi que cela me ramène très, très près de la poésie au niveau du style. Et ainsi, je pense que c'est aussi un petit peu ma signature. On pourrait presque dire ça. Tout ce qui est sacré, tout ce qui est profane se réunit ou se positionne côte à côte, dos à dos, parfois même dans la même phrase. L'ange et puis le fou furieux. La chorale, par exemple, les chants des enfants torturés, la violence, la criminalité et surtout la perte. C'est l'un de mes thèmes, la perte, la trahison, le vide, l'absence. Tous ces éléments sont là, tous ces mots sont là, mais il s'agit d'une langue, un langage qui essaie de communiquer, de donner du sens. C'est un effort désespéré. Dans mon écriture également, je pense qu'il est très clair pour tous que je suis là pour me confesser, pour dire le langage ne sera jamais suffisant pour exprimer, pour raconter tout ce que j'essaie d'exprimer. Il y a toujours le désespoir qui n'est pas loin derrière. Le langage ne permet jamais de tout écrire. Alors, vous parlez d'une confession, mais c'est aussi un poème qui se lit avec, pour nous, lecteurs français, une impression d'un très grand lyrisme. Il y a un jeu poétique qui est là, derrière, qui dit sa douleur, qui dit son deuil, mais qui est très présent. Ce jeu, cette première personne, se mêle à un nous, à une première personne du pluriel. On a l'impression que cette forme lyrique creuse à la fois un isolement du jeu, une première personne très isolée et un rapport très fort, très important à un nous pluriel. Quel est le nous que vous décrivez ? Ça, c'est vraiment une très, très bonne question. Mais c'est également une question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre. Surtout si je démarre avec mon premier livre, j'ai commencé à jouer avec ce mot « I », avec « je ». Et dans ce livre, le jeu, ce n'était pas une seule personne, mais c'était tous les personnages, par exemple, les membres de la chorale. C'était toutes ces personnes qui avaient un rôle à jouer ensemble. Chaque personne avait un moment privilégié où il allait être le jeu. Et je pense également que dans Requiem pour une ville perdue, j'ai essayé de jouer avec le nous. Et parfois, cela démarre avec un jeu et essaye de mener à bien cette transformation, mais ce n'est pas très visible à mon sens. J'essaye progressivement, très, très doucement, de passer au vous qui peut paraître très risqué et très artificiel aussi. Et puis parfois, je renoue avec le nous, c'est-à-dire que j'ai envie de faire une balade ou plutôt un voyage un petit peu entre ces sphères du jeu et du nous. Je cherche à trouver un point de convergence qui va marcher. Et il peut y avoir le nous aussi, mais voilà, forcément, il s'agit du soi narré, un soi inventé et un nous inventé. Il n'y a pas véritablement de nous. Cela n'existe que dans les récits. C'est vraiment fictif, c'est totalement imaginaire. Ce nous, de temps en temps, je joue avec le mot l'être humain, human being en anglais, mais cela a tellement de sens.
Et donc, quid de ce nous, quid de ce tribut fictif que l'écrivain essaie désespérément de trouver, que nous cherchons désespérément? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est une question, en tout cas, à laquelle moi, je n'arrive pas à répondre. Et à laquelle le livre ne répond pas non plus, mais question qu'il explore constamment. C'est un livre fait de références, de rêves, de souvenirs, mais aussi de questions. C'est pour ça que je vous posais cette question-là, parce que on est constamment confrontés, nous lecteurs, à une interrogation sur le soi qu'on invente, dites-vous. Le soi-même qu'on invente est le produit de la poursuite d'un délire, du nombre immense sur un mur, des échos et des reflets, des silences, de la solitude d'un corps mortel. Donc il y a à la fois ce soi sous interrogation, et puis il y a le nous citadines assassinées, mise en pièces à force de crimes qui ne pèsent rien. Nous nous trouvons réunis dans la cave du splendide palais qu'on a construit pour nous, entassés côte à côte, épaule contre épaule, face à face, tels des anges s'évertuant à battre des ailes qui n'ont plus la place d'ouvrir. Donc cette interrogation constante, cette oscillation entre le je et le nous vient redoubler la question que vous posez à travers le texte. Derrière tout cela, il y a un lieu qui n'est ni ici, ni là-bas, un lieu qui est ailleurs, qui est Galata, qui est Istanbul. C'est le cœur de ce récit qu'on pourrait décrire plus simplement que les termes littéraires que nous venons d'utiliser, comme le récit d'une femme qui n'arrive pas à dormir. Une femme qui n'arrive pas à dormir, un jeu qui n'arrive pas à dormir et qui évoque en pensée les souvenirs de cette ville perdue. C'est Galata, c'est une ville que vous évoquez dans son présent, ou en tout cas son passé récent, que vous évoquez aussi avec toute une série de couches mythologiques. On y croise Dionysos, Osiris, Narcisse, des paysages de fiction. Comment avez-vous souhaité construire cet Istanbul? Est-ce que c'est une Istanbul rêvée? Est-ce que c'est une Istanbul réelle? De quelle ville vous parlez-nous à travers ce texte? Alors, rien n'est très réel dans mon écriture. Je suis quelque part entre la réalité et l'imaginaire. Par exemple, dans mon livre Le bâtiment de pierre, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus apparent. Et il y a vraiment un échange entre le monde réel, le monde irréel, le monde interne, le monde externe. Je pense que si je peux décrire le livre, je peux prendre une métaphore. C'est une femme. Il s'agit d'une femme qui regarde par la fenêtre la nuit. Elle regarde la ville. Elle observe la ville d'Istanbul. Mais ça pourrait très bien être n'importe quelle autre ville. Et cette femme regarde une ville noire avec la lumière qui est derrière elle. Et lorsqu'on regarde par la fenêtre avec une pièce éclairée derrière soi, bah forcément, on voit sa propre réflexion sur la vitre. C'est la première chose que l'on voit. Et ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit la ville ancienne, on voit toute la ville reflétée partout. Tout est reflété, mais tout fait partie de son propre visage aussi. Tout est reflété sur son visage. Et c'est de cette façon que j'ai voulu construire le livre. Sa réflexion, son image, et puis le monde externe qui est derrière. Et les deux sont ensemble quand même, à l'intérieur, l'une à l'intérieur de l'autre. Les lignes sont des lignes qui ne sont pas claires, qui sont flouées. Il y a également tous ces passages où on parle de l'époque mythologique, où on parle de ces femmes mythologiques. C'est peut-être le seul livre où j'ai traité de cette question du langage féminin. Il y a une femme, un langage féminin, et le nous ici, ce sont les femmes qui ont été tuées. J'essaie d'être claire, si je puis me permettre, je pense qu'il y a vraiment des questions éternelles. Et il n'y a que des réponses momentanées, très rares. Je pense qu'il y a des figures mythiques, par exemple, comme Osiris, que vous avez cité. Et mes personnages, d'une certaine manière, sont des personnages qui jouent ce rôle très temporairement, mais ils le repèrent presque aussitôt.
Et tout est très temporaire, tout est fuyant, tout est transient. Et c'est comme ça que moi je perçois la vie en tout cas. Et ce livre a été écrit à un moment très très triste de ma vie. Comme à l'heure actuelle, j'ai perdu mon père il y a quelques semaines seulement. Mais dans ce livre, lorsque j'ai écrit les premiers passages, je venais d'apprendre le décès d'une personne que j'aimais profondément, un ex-petit ami. Et donc, tout ce langage si mythique, si imprégné du passé, euh, je ne reconnaissais même pas certaines de mes phrases. Ce sont des phrases que j'ai couchées sur le papier pendant les 10 jours où j'ai été tellement triste, tellement, oui, tellement triste. Et je lisais beaucoup d'œuvres de la mythologie égyptienne à l'époque. Et c'est le seul moyen, la seule façon que j'ai trouvée pour pouvoir faire face à la réalité de la mort. J'avais besoin de faire un retour vers l'Égypte ancienne, mais j'étais également tout à fait conscient de ma ville, de la présence de la ville, de la maintenanté de la ville dans laquelle j'étais. Et je savais qu'il y avait ces mythes éternels qui étaient très, très loin de ma réalité, mais cela m'aidait, j'en avais besoin. Nous sommes des petits êtres humains très, très limités. Nous existons dans une partie spécifique du temps et de l'espace en Istanbul en 2003. C'est un livre qui a été écrit pour couvrir une très longue période de temps. Certains textes sont très anciens, d'autres sont beaucoup plus récents. Et donc c'est plutôt un recueil. Plutôt un recueil. J'ai préparé les pierres et puis ensuite j'en ai fait un collier pour aller autour du cou. Et un collier qui serre le cou. Vous parlez de questions éternelles et il y a celle du langage qui court à travers le texte, pas seulement par les références mythologiques, mais aussi par des questions qui viennent souvent dans la rêverie de celle qui parle, des questions sur la manière d'exprimer le cri, la souffrance, la manière de dire, le deuil, les larmes. Il y a toute une série de moments où vous cherchez à nommer le langage qui sort. C'est une question éternelle, comme vous disiez. Est-ce que ce livre, pour vous, est un moment dans l'exploration que vous construisez en tant que romancière sur le langage? Ceci est un livre qui est très particulier pour moi parce que je n'ai jamais réussi à relire les mêmes textes de poésie et le titre à l'origine était différent, mais le titre français, à mon sens, a vraiment rendu hommage au livre et bien rendu hommage. C'est-à-dire le titre en français est Requiem et c'est véritablement un requiem à mon sens. Et c'est-à-dire il s'agit d'une personne qui a déjà perdu et qui sait qu'elle va perdre. C'est-à-dire le texte de Galaka a été écrit avant que je ne sois exilée. D'une façon ou d'une autre, j'ai dû ressentir au tréfonds de mon être que j'allais perdre cette ville. Ce n'est pas juste une métaphore. Je devais sentir quelque part qu'en réalité, à un moment donné, j'allais perdre ma ville. Et je ne suis pas le genre d'écrivain qui expérimente, qui essaie des choses. Je n'ai pas de projet où je fais des petits essais et puis je me penche vers autre chose. Non, j'écris vraiment en écrivant. Et je pense que le lecteur le ressent. Et la douleur qui est exprimée dans le texte, c'est une véritable douleur. Et l'auteur, l'écrivain, est véritablement désespéré. Ce n'est pas quelque chose que je fais pour montrer ou exhiber des choses. J'aimerais pouvoir être plus intellectuelle dans ma façon d'écrire. J'aimerais avoir plus de contrôle sur ce que j'écris et exercer plus de contrôle sur mon voyage en tant qu'écrivain. Mais moi, tout cela vient des tréfonds de mon être et j'essaie de suivre les voix que j'entends
Parfois, j'y arrive, parfois les voix ne m'emmènent nulle part, vers un vide, vers un néant. Et ce livre est particulièrement grand. J'ai confronté ce vide dans ce livre bien plus que tous mes autres livres, parce que je pense que ce livre a été vraiment le plus difficile. Confronter la mort, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnellement difficile, l'absence, le vide. Et dans ce livre, j'ai l'impression que, oui, j'ai mené à bien une expérience d'une certaine manière, et cela provenait d'un besoin très, très profond que j'avais. Ma vie est basée, je pense, sur le thème de la perte, de la douleur. Et tout ce que j'écris tire son être, son existence de tout cela. Et effectivement, c'est un livre donc choral, comme on l'a dit tout à l'heure, avec différentes voix qui viennent creuser la même interrogation. Mais c'est un livre qui est une élégie, qui est empreint de tristesse, de deuil et de larmes de bout en bout. Malgré tout, Asli Erdogan, vous parlez d'un livre désespéré. Malgré tout, il y a des moments d'espoir qui arrivent par la poésie, par le langage. À un moment dans le texte, alors qu'on a été profondément traversé par toutes ces voix, ces interrogations, vous dites, par exemple, vous faites une pause et vous dites « La vie, voici que tu la regardes en face, mais tu ignores par quel mot l'appeler. Tu es pleine d'un espoir qui n'est pas d'avenir, d'une espérance faite de colère, d'obscurité, d'un désir de révolte et de néant. » Donc nous parlons bien de néant, de colère, d'obscurité. Comment cultiver malgré tout cette espérance à partir de la colère et de l'obscurité, de la révolte et du néant? Dans chaque livre, je pense qu'il y a un moment de libération, véritablement. Par exemple, dans Le bâtiment de pierre, où le personnage se rend compte qu'elle est tombée amoureuse de la ville, par exemple. Et ça, c'est la métaphore pour la vie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas bercée par la mort, mais elle est bercée par la vie, quelque chose qui est absolument insaisissable. Et à mon sens, dans chaque livre, je pense que je me répète un petit peu, il y a effectivement un moment véritablement de libération, un moment de lumière. Il y a une toute petite lumière qui se pointe et qui ne dit quasiment rien. C'est une lumière qui est quasiment silencieuse, mais elle est là, elle existe. C'est-à-dire, je permets à mes personnages ou à mes narrateurs toujours de tendre vers cette lumière. Je leur permets de trouver un sens momentané, une lumière temporaire, une réponse qui peut convenir. Et c'est leur libération. C'est leur libération pour lutter, pour répondre à tous ces tunnels, toutes ces obscurités. Et bien sûr, oui, il y a de la lumière, il y a une éternité. De l'espoir, si on peut se permettre d'appeler cela de l'espoir, il y a toujours un avenir. Et même si ce n'est pas le cas pour moi personnellement, il y a une vie, la vie continue, comme on dit. Et ainsi, j'essaie toujours vers la fin de mes livres d'introduire ce moment de libération. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. Non, l'autre mot que je choisis, catharsis en anglais, c'est trop fort. Non, parce qu'il n'y a pas véritablement d'exutoire psychologique, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que mes livres sont très claustrophobes. Mais effectivement, il y a toujours un moment où l'éternité pointe le bout de son nez, au bout de ce tunnel ou au fond de cette cellule obscure. Et effectivement, nous comprenons bien à travers l'accumulation de ces interrogations que la catharsis n'est pas possible, mais peut-être pour dire les choses davantage dans le langage de ce livre, un autre matin se lève, un café froid est possible, une autre histoire, un silence
un autre silence recommence à la fin du texte et vous permettez au lecteur, et on ressort de ce texte avec l'impression que oui, la voix qui parle est enfermée, mais un autre matin se lève, un autre récit va recommencer. Cette question de la catharsis, enfin, vous le dites, la catharsis n'est pas là. Et cette question, du coup, sans catharsis, sans vraie libération, tout se passe comme si nous étions pris dans un temps qui s'étire, un temps qui se répète et qui est le temps de la mélancolie. La mélancolie est d'une certaine manière l'opposé des récits cathartiques. La mélancolie, c'est la maladie de trop de temps, d'un temps douloureux que le sujet subit comme une maladie pour des raisons qui tiennent au monde extérieur, mais qui s'écrivent sur le mode de la mélancolie. Qu'est-ce qui se passe dans votre écriture avec la mélancolie? Est-ce que vous parleriez, vous, de mélancolie ou est-ce que c'est autre chose? Well, of course, Bien sûr, je peux répondre sur ce sur quoi j'essaie d'écrire ou ce qui m'arrive lorsque j'écris, mais peut-être que chaque lecteur va interpréter les choses différemment. Mais moi, ce sur quoi j'essaie d'écrire, c'est la perte, surtout dans ce livre, et le fait que rien n'est fini. Et c'est peut-être cela qui ouvre l'espace. Ce livre, par exemple, n'est pas terminé. L'histoire n'est pas terminée. Le dernier mot n'a pas encore été dit. Le mot de la fin existe encore quelque part. Et là, l'espoir de l'avenir peut être basé là-dessus. Il reste encore énormément de choses à dire. Et ce ne sera pas simplement une répétition, espérons-le en tout cas. Il y a un autre récit quelque part. Et donc, encore une fois, l'espoir est imbriqué dans le langage, à mon sens. Ce ne sont pas les personnages qui sont porteurs d'espoir, puisque les personnages n'existent quasiment pas. Ce sont simplement des images que j'utilise, des images qui sont merveilleuses. C'est juste que le langage arrive à faire un bout de chemin et il arrive à un certain point, mais ce n'est pas la fin du chemin, ce n'est pas la fin de la route. L'histoire n'est pas finie et j'y crois vraiment. Je pense qu'il y a des vies, nos vies, si on les regarde d'un point de vue mythologique, les vies font partie de l'éternité. Chaque histoire, chaque récit peut être répété, mais de façon différente. Peut-être que c'est ça qui arrive. Et ce sentiment, cette impression d'éternité, ça me permet de respirer. Ça me permet peut-être de respirer à travers mon écriture aussi. Ça me permet d'introduire une petite touche mythologique avec des personnes qui ont vécu à une époque révolue. Et ces personnages croyaient à cela, à l'importance de la mythologie. Et eux croyaient que le temps n'était pas linéaire, que la renaissance, la résurrection, tout cela est possible, qu'il y a une répétition, mais sur une très très grande échelle, un grand cercle virtueux et sacré. Donc j'essaie de tisser en quelque sorte le tissu de cette éternité. Le but étant que ce tissu me permette de continuer d'avancer et que cela me permette également de quitter mon propre témoignage vis-à-vis de la vie qui peut être très limité, comme pour tout le monde d'ailleurs. Et dans cet avancement, dans ces cycles de travail, d'écriture, d'interrogation répétée, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous ouvrez un nouveau texte, Asli Erdogan? Est-ce que depuis ce Requiem pour une ville perdue, vous vous êtes lancé dans un nouveau projet? J'ai passé des moments très très difficiles dernièrement et je dois dire que j'avais été acquittée, mais désormais il a été décidé que je dois passer devant le tribunal et on vient de me diagnostiquer avec une maladie que je ne soupçonnais pas du tout. Donc, j'ai beaucoup de mal à me pencher sur l'écriture, mais
il y a un autre livre que j'avais commencé juste avant mon arrestation. C'est un livre qui est presque terminé, mais tout simplement, je n'arrive pas à réunir mes forces pour pouvoir écrire. J'ai aussi démarré un autre livre sur un détenu, un co-détenu que je n'ai jamais rencontré, mais qui a été mis en quarantaine. Et puis moi, j'ai été amenée en cellule. Et puis c'est une jeune détenue russe qui est rentrée dans cette pièce en quarantaine après moi. Et elle s'est suicidée la première nuit dès son arrivée. Et donc je suis en train d'écrire une histoire à son sujet. Elle s'appelait Esmeralda. J'imagine que c'était une danseuse, qu'elle faisait une danseuse de ballet. C'était mon cas également. Donc il y a cette histoire de suicide qui est en cours. Et puis il y a cet autre livre où vraiment je porte une croix absolument énorme pour ce livre sur la prison. Je commence, je recommence, j'abandonne, je recommence. À chaque fois que je dois écrire sur la prison, j'ai la main qui se fige et j'ai littéralement des plaies qui émergent sur les mains. Donc je pense que c'est une lutte, il y a une très grande lutte interne à l'intérieur de moi. Je pense que je ne suis pas prête, je ne suis pas encore prête à confronter ce traumatisme. Et donc c'est une période très chaotique dans ma vie, je dois l'avouer. Peut-être que j'ai besoin d'écrire. Peut-être que j'ai vraiment besoin d'écrire un requiem très fort désormais. Peut-être qu'il me faut absolument un deuxième requiem qui me permettrait peut-être de retrouver une certaine forme physique. Au sein de cette période très chaotique, Asli Erdogan, nous vous remercions beaucoup, très sincèrement, d'avoir accepté de répondre à ces questions et de donner corps et de mettre ces mots pour nous sur ce livre qui a beaucoup touché en France, qui est un emblème pas seulement de la position politique qui est la vôtre, mais aussi l'emblème d'une écriture qui avance malgré tout et qui continue à mettre, on l'a dit, des mots, des interrogations sur ces choses qui arrivent, sur ces pertes, sur ces deuils. Et nous vous remercions beaucoup, Asli Erdogan, d'avoir accepté de parler avec nous de cela ce soir. Merci. Merci. Merci à vous. Vraiment, cette discussion a été une discussion formidable. Quelles questions? Les questions étaient formidables. J'aurais vraiment aimé qu'on ait plus de temps pour avoir une véritable conversation. Je suis navrée de cette distance et vraiment, merci de m'avoir invitée. Merci à vous et merci au nom du public que vous ne voyez pas, mais qui est devant nous ici à Lyon. Merci encore.